Bonjour Philippe Chapeau. Bonjour Ahmed. Broadcast Days, une 8e édition, une belle réussite. Vous êtes le co-organisateur à côté de Younes, PHF. Donc on peut se féliciter. Je pense que c'est une très belle édition. Alors moi je suis pas à l'origine du salon, c'est Younes Yamouni qui l'est, de PHFcom, et qui a voulu réunir toutes les personnes avec lesquelles il travaillait, tous ses clients, et qui petit à petit a ouvert à des concurrents, et qui maintenant est devenu un moment de référence. C'était plutôt un séminaire jusqu'à maintenant. Ouais. Et puis là on sent que c'est devenu, avec le nombre de visiteurs que l'on a eu en cette édition, qui dépasse les 900 personnes professionnelles, ça devient un salon, et puis surtout des exposants qui commencent à nous montrer qu'ils ont envie d'avoir de la place. Oui, ça se voit, quand même pratiquement une trentaine ou plus. On a aujourd'hui 55 marques qui sont présentes, puisque l'objectif c'est d'abord de montrer quelles sont les marques qui sont présentes, ce qui est une très bonne idée de Younes, parce que en France, où j'organise aussi des salons, c'est souvent des distributeurs qui ont plein de marques. Là, c'est vraiment la marque qui est en avant et pas le distributeur. Oui, mettre en avant les constructeurs et les éditeurs. Exactement. Ouais. Et ça permet pour les visiteurs de mieux se repérer. Et ensuite, peu importe qui est le distributeur, ce qui est important, c'est que la marque soit mise en avant. Oui. Ça se voit, en plus c'est bien organisé, on se retrouve facilement, des workshops, des plénières. C'est assez convivial, on retrouve la grande famille du broadcasting, de l'audio-vidéo, au Maroc et ailleurs. Je pense que ça va maintenant un peu au-delà aussi de l'univers du broadcast. Il n'y a pas que le broadcast. Le broadcast, pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas le broadcast, c'est tous les professionnels qui travaillent dans la radio et dans la télévision. Et là, on va au-delà vraiment du broadcast, on va dans le côté événementiel, dans le côté aussi intégration audiovisuelle pour toutes les structures, les institutions, les universités qui ont besoin de s'équiper en nouvelles technologies, en écran LED, en multimédia, en micro, en caméra, et même pour faire des studios pour après pouvoir communiquer. Donc l'objectif est vraiment de prendre l'angle audiovisuel sous toutes ses formes, et pas uniquement broadcast. Alors c'est vrai que ça s'appelle les Broadcast Days. Donc on va peut-être changer pour Casablanca Days, je ne sais pas, si on reste à Casablanca bien sûr, mais l'objectif n'est pas de changer, c'est d'essayer de construire sur ce qu'on a mis en place. Exact, il y a aussi des exposants du Maroc, de l'Europe, donc c'est assez riche en termes de on va dire, présence et aussi de représentation, donc ça devient un événement international, on peut dire ça. En plus il y a votre expérience et votre vécu ainsi que celle de Younes, son écosystème et d'où il vient aussi, donc il y a une complémentarité, ainsi que les joueurs ou les players qui sont là, et chacun représente son vécu et surtout son know-how, ce qu'il est capable de faire. Je pense c'est vraiment un salon international, on le voit par la langue qui est parlée, beaucoup d'anglais, surtout sur le côté exposant. Je dirais que le travail qui est à faire maintenant, ça va être vraiment d'essayer d'ouvrir vers les pays bien sûr francophones d'Afrique, mais aussi anglophones, parce que c'est bien d'avoir des exposants étrangers, mais c'est bien aussi d'avoir des visiteurs étrangers. Et donc, c'est une certaine organisation à avoir, parce qu'il faut soit faire en bilingue, soit proposer un service en anglais, mais c'est aujourd'hui un salon international du point de vue exposant, et quand même très marocain d'un point de vue visiteur. On a quand même vu des visiteurs de pays voisins qui pour la première fois sont venus au Broadcast Days, et c'est plutôt un bon signe. Exact. Et là encore, peut-être que là c'est le moment de scaler, c'est le moment de se développer, de s'ouvrir avec de 1, la stratégie nationale Maroc numérique, de 2, la conjoncture, le contexte
Bientôt, le Maroc va accueillir la Coupe du Monde 2030. Et avant, il y a la CAN, il y a la coupe aussi, la CAN féminine. Donc, il y a déjà le Maroc se positionne dans une position de accueillir les grandes manifestations. On a vu ce qui a été organisé, comme celle de la FMI, l'Interpol aussi. Donc, il y a des grands événements sportifs sur plusieurs secteurs qui commencent à avoir l'adresse, surtout Marrakech ou Casa, comme pays ou comme ville hôte de l'événementiel. Oui, je pense, et ça draine tout un besoin technologique en utilisant les derniers outils disponibles, beaucoup aussi maintenant sur les réseaux, sur le cloud, avec des outils qui sont dématérialisés, de la production qui peut être aussi distante. On voit ici dans les produits qui sont proposés que des produits qu'on ne pouvait pas imaginer utiliser en dehors d'un stade peut se faire maintenant de n'importe quelle chambre à 10 000 km en temps réel, dans des métiers où on était obligé de se déplacer, on était obligé de réaliser sur place. Maintenant, les technologies permettent de faire des choses à distance. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est bien d'être sur place aussi quand on réalise. Mais ce que je veux dire, c'est que ça permet aussi de voir à quel point aujourd'hui les technologies évoluent et peuvent solutionner un certain nombre de problèmes humains. À des moments parce que il y a beaucoup d'événements qui se passent dans le monde et les vraies compétences, les gens qui sont très talentueux, pour les faire bouger, c'est de la déperdition forcément. Donc s'ils peuvent travailler à distance, c'est beaucoup plus simple. Donc justement, on est à l'ère du digital. La transformation digitale, d'ailleurs, parmi ses piliers, c'est la mobilité, l'innovation et là encore la portabilité en général des solutions. C'est quelque chose vraiment à exploiter. D'autre part, au-delà de la partie, on va dire, contextuelle, il y a un autre contexte qui est worldwide, c'est celui de l'émergence de l'IA, l'émergence du new media face, on va dire, aux médias conventionnels, aux médias classiques. D'ailleurs, vous étiez présent à la plénière où on avait un panel très riche et on a évoqué ce point sur comment on pourrait éventuellement exploiter la technologie pour représenter et pour, là encore, mettre en avant un contenu qui est adapté à la nouvelle génération. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, on parle beaucoup des médias traditionnels. C'était un peu un challenge que de dire que les médias traditionnels sont en danger, mais je pense qu'il y a une véritable évolution dans l'usage. Les paires d'oreilles et les paires d'yeux ne vont plus au même endroit qu'auparavant, même si il y a encore des systèmes de mesure qui sont un peu archaïques, qui donnent toujours des chiffres en disant que tant de gens écoutent la radio, tant de gens écoutent la télé. Je pense que c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Moi, ce qui me rassure dans tout ce qui est IA, on en a parlé beaucoup d'IA, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire dire et faire voir ce que l'on veut sans être sûr que ce soit réel. Je pense que tout ça va faire en sorte qu'au final, les médias traditionnels vont regagner en puissance, parce que les seuls endroits où on pourra être sûr que c'est la vérité qui est dite, c'est à la radio ou à la télévision. Les réseaux sociaux, il y a un bruit, tout est fake, parce que maintenant on peut tout créer avec l'IA. On a une surinformation, donc c'est très compliqué de s'y retrouver sur les réseaux sociaux. Et je pense que les médias traditionnels ont un grand rôle à jouer dans le futur. Donc c'est aussi, cette IA apporte aujourd'hui, c'est un challenge, c'est-à-dire que les radios et les télévisions ont beaucoup de mal parce qu'elles ont des nouveaux concurrents, et elles doivent faire la différence par le biais de la véracité de l'information et surtout de la couverture d'événements en direct. Justement, il y a ce point, mais là encore, il faut se reposer sur ces technologies nouvelles pour, on va dire, peut-être rattraper, parce que là, finalement, l'audience, quelque part, elle est dans les réseaux sociaux, une bonne partie, elle est dans le digital, elle est dans les plateformes de podcast. Donc, c'est cette part d'audience ou d'écoute que les médias conventionnels commencent à perdre. Il faut, là encore, faire les efforts nécessaires, faire les mises à niveau, rattraper la technologie pour, là encore, et, on
va dire, c'est vrai que les médias, ils sont toujours, c'est la source de la certitude, mais là encore, il y a un effort à faire pour qu'eux aussi soient présents dans ces plateformes. En fait, il faut être vrai, il faut incarner, il faut raconter des histoires, et il faut avoir un contenu concernant. Ce qu'ont perdu un peu les médias traditionnels parce qu'ils sont habitués à faire. Et on le voit dans les podcasts aujourd'hui, beaucoup de podcasts vidéo au Maroc, parce qu'il y a très peu de podcasts audio uniquement au Maroc. Mais on le voit, ce qui marche, c'est quand on raconte des histoires, comme un peu là, on va discuter tous les deux. On a quelque chose de vrai, on a une incarnation par un contenu sur lequel on échange et qui peut, en une publication, être accessible par des millions et des millions et des millions de gens. Aujourd'hui, Hugo Décrypte, en France, il est plus puissant que TF1. Voilà. Et ils ont une équipe de 50 personnes. Donc, et quel budget là encore face à TF1. Donc, ce que je veux dire, c'est le contenu qui prime. Et ça, je pense que certains grands professionnels, qui sont peut-être des baby boomers et qui sont pas encore totalement à la retraite, feraient bien de prendre en compte. Mais voilà, c'est un peu compliqué. C'est des gros paquebots. Justement. Donc, alors, je dirais que la conscience quelque part, elle est là parce que les chiffres sont tellement flagrants, donc on peut pas les masquer. C'est un fait. Alors aujourd'hui, c'est là encore, c'est une responsabilité partagée. C'est le rôle des consultants, des conseillers, des intégrateurs de tout l'écosystème de upgrader et d'aller de l'avant. D'ailleurs, vous aussi, Philippe, vous venez du monde de la radio, du podcasting, du broadcast encore. Ouais. Alors, pour l'histoire, comment vous retrouvez ici aujourd'hui? Alors, c'est simple. D'abord, la petite histoire, c'est que moi, mon père travaillait dans les médias déjà. Moi, j'étais prof de tennis à l'étranger, donc ça n'avait rien à voir. Et il m'a dit, viens travailler avec moi. On a créé le salon de la radio. On a réuni tous les professionnels en France pour développer le média radio et donc l'audio digital petit à petit et le podcast petit à petit. Et puis PHF Com, c'est une société française qui a ouvert une filiale au Maroc. La filiale est devenue plus gros que la société française. Et maintenant, PHF Com, qui travaillait exclusivement avec la radio, s'est ouvert à l'audiovisuel parce que le marché marocain est plus audiovisuel que audio pur. Younes a créé un événement en réunissant des acteurs. Et puis, au bout d'un moment, ça grandissait. Et il avait besoin d'un coup de main parce que c'est pas son métier d'organiser des événements. Il me connaissait parce qu'il connaissait le salon de la radio, qu'on avait développé un peu comme c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que le salon de la radio ressemble un peu au Broadcast Days aujourd'hui. Et à un moment, on est passé dans un grand hall parce que il y avait trop de monde et les exposants voulaient plus de place. Donc, on est à peu près à un équivalent au niveau du positionnement au niveau du Casablanca Broadcast Days aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir si on peut faire grandir ce salon, comme de mon côté, on l'a déjà fait avec le secteur de la radio. On est revenu à un salon plus calme après le Covid, qui a tué beaucoup de salons et qui en a minimisé certains. Nous, on est toujours vivants, mais on n'a plus la taille qu'on pouvait avoir à l'époque. Donc là, je pense que c'est le moment aujourd'hui au Maroc pour qu'il y ait un véritable salon audiovisuel, d'intégration et d'événementiel sur le loisir, mais aussi le broadcast. Donc, mélanger un peu les deux, toujours B2B, bien entendu. C'est pas un salon pour le grand public, mais on sent, avec les événements qui arrivent dont on a parlé, et avec les nouvelles technologies qui sont en train d'être développées, qu'il y a matière à faire grandir le salon et à en faire un véritable événement incontournable pour l'ensemble des professionnels qui travaillent dans ces secteurs. Oui. Là encore, vous vous intéressez aussi aux new media en général, à savoir l'industrie du podcast, parce que là maintenant, avec tout l'engouement et tout l'intérêt que les professionnels ont pour le podcasting, c'est un format nouveau, mais finalement, ça commence un petit peu à se démocratiser. Ouais. Et non seulement les créateurs de contenu qui s'intéressent à ce genre de format, mais c'est les médias classiques
qui en fait qui créent des émissions, on va dire ce nouveau format, et les corporates aussi qui intègrent le podcasting dans leur marketing, leur stratégie de marketing digital. Donc vous êtes aussi sur ce monde. Oui, je me suis lancé dans Podcast Magazine, qui est un magazine qu'on a lancé en 2019. Pourquoi ? Parce que toutes ces personnes qui créent des chaînes YouTube ou podcast, parce que pour moi c'est quand même deux choses différentes. Vous avez le podcast avec un flux RSS audio qui permet en fait à ce que le podcast soit disponible sur toutes les plateformes en audio, et vous avez ensuite un podcast filmé en vidéo qui va être publié sur YouTube. Aujourd'hui, on mélange un peu les deux et on appelle un podcast vidéo, par exemple, quelqu'un qui fait une chaîne YouTube, c'est un podcasteur parce qu'il a un micro Shure devant la bouche. Ouais. C'est pas vraiment, mais peu importe. On va dire que oui, c'est le podcast vidéo. Donc en fait, tous ces contenus-là, aujourd'hui, sont assez faciles à réaliser. On a des produits qui coûtent très peu cher et on peut toucher tout le monde. Guillaume Play, Hugo Décrypte, et il y en a au Maroc de plus en plus qui sont en train d'exploser. Et tout ça, j'avais besoin de savoir qui étaient ces acteurs, parce que c'était pas des acteurs qui étaient du secteur de la radio ni de la télévision. D'où ils venaient, pourquoi est-ce qu'ils créent du contenu, pourquoi est-ce qu'un Hugo Décrypte ou un Guillaume Play crée une chaîne YouTube et 90% de ces acteurs-là du digital ne sont pas issus de la télé ou de la radio. Voilà. Et donc j'avais besoin d'aller les rencontrer, savoir quel était leur modèle économique, et on a créé Podcast Magazine, et on se rend compte maintenant aujourd'hui qu'ils ont réussi à développer un business autour de leur podcast, qu'il soit vidéo ou audio. Même si c'est plus dur en audio parce qu'on est dans un monde de vidéo, et qu'avec une vidéo, on peut faire des shorts, des reels, on peut faire la promotion de ces contenus, et que c'est vrai que pourquoi ne pas donner à disposition d'un auditeur ou téléspectateur la version vidéo? S'il veut pas la regarder, il ne va écouter que la version en podcast. Et je pense que Guillaume Play est encore un exemple flagrant, où lui, il est premier podcast de France, et il a une chaîne YouTube qui explose, mais il est encore plus écouté en audio qu'en vidéo, alors qu'il a une chaîne YouTube qui explose. Et à chaque fois qu'il fait ses contenus, il parle du podcast, il parle de Spotify, de Deezer, d'Apple Podcast, et il dit merci à tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est un homme de radio à l'origine. Et donc ça, on voit tous ces acteurs-là, et ça, c'était très important pour moi en tant que professionnel de pouvoir voir d'où venaient ces gens, qui ils étaient, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça, et ça m'a permis de sentir avant les médias traditionnels qu'il y a un virage qui était en train d'être pris, et qu'il fallait pour les radios et les télévisions tout de suite réagir, ce qu'ils ont du mal à faire. Donc justement, et là encore, si vous permettez, là encore peut-être que le fait qu'on retrouve de l'audience de plus en plus sur YouTube, c'est plus par habitude, parce que finalement, un podcast, on a intérêt plus à écouter parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à voir. Voilà. Alors, on est d'accord. Voilà. Donc, même lorsqu'on met YouTube, peut-être qu'au moment du sommeil, ou bien peut-être en conduisant en voiture, en faisant du sport, mais c'est justement pour écouter le contenu, parce qu'un podcast, c'est pour du contenu. Là encore, la prise de conscience des créateurs de contenu, pas tous, mais quelques-uns, qui se sont lancés sur YouTube, parce que peut-être que parce que l'audience, elle est sur YouTube, là encore, c'est important. C'est le deuxième moteur de recherche. Voilà. L'audience qui est sur YouTube n'est pas celle qu'on va retrouver sur peut-être Spotify. Ouais. Donc, c'est peut-être quelque part là, il faut trouver le juste milieu. Je pense que j'ai été surpris quand je suis venu au Podcast Festival qui a été organisé récemment, là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Exact. De voir que l'ensemble des podcasteurs n'étaient que sur YouTube. Et absolument pas présent sur Apple Podcast, sur Deezer ou sur Spotify. Ça m'a complètement surpris, parce qu'en fait, c'est dommage, parce que le podcast est fait pour s'abonner sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Et ils n'étaient pas présents là parce que pour eux, c'est YouTube.
qui est le lieu où on peut développer son audience. Et en fait, c'est vrai qu'il faut penser à l'audio et être présent sur les plateformes de podcast, c'est rien à faire quand on a une vidéo sur Justement, YouTube. Exact. Mais par contre, c'est vrai que ça oblige à prendre la vidéo, à la mettre aussi en audio sur un hébergeur et ensuite avec cet hébergeur l'envoyer chez tout le monde. Donc c'est assez simple. Techniquement, c'est pas compliqué. Mais là encore, il y a des plateformes. Mais j'ai été surpris. Voilà, il y a des outils et donc l'IA aujourd'hui, il y a un outil qu'on utilise nous qui s'appelle podcastai.com. Okay. C'est une plateforme qui a été développée par un Français et un Suisse qui permettent en fait une fois que vous avez votre vidéo, vous l'uploadez une fois, elle va vous l'envoyer sur YouTube, elle va vous l'envoyer en vidéo. Elle va l'envoyer sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts. Ça va devenir votre hébergeur. Elle va faire la transcription, le chapitrage, le titrage, la vignette, si vous voulez. Elle va changer votre numéro d'épisode automatiquement. Elle va faire toute la partie moments viraux. C'est-à-dire qu'elle va vous faire une sélection des moments les plus viraux selon l'intelligence artificielle. Elle va vous préparer vos posts pour LinkedIn, pour Instagram, pour Twitter. Et tout ça, 1 heure en 2 minutes, c'est fait. C'est une bonne nouvelle pour notre équipe voilà. Tech Africa. Et derrière, ça vous génère des shorts et des reels avec des sous-titrages. Ça vous génère des audiogrammes avec des sous-titrages. Et tout ça dans un même outil. Donc, c'est 80% de temps gagné. Et ça, c'est l'IA qui nous permet de faire ça. Et vous savez ce qu'apporte l'IA à l'audio et à la radio particulièrement? Le référencement. Ah. Parce que la transcription nous permet d'être référencés sur toutes les IA, puisque maintenant, on va arrêter de parler de moteurs de recherche. C'est fini les moteurs de recherche. Ouais. C'est les IA de recherche. Ouais. Donc maintenant, les IA de recherche, on l'a pas encore en France parce que on a les RGPD, mais aux États-Unis, ça y est, Google n'est plus Google. C'est un moteur de recherche IA qui a été ouvert. Donc les IA vont devenir véritablement ces outils de référencement. Et donc, si vous n'avez pas de texte, vous n'existez pas. Voilà. Et l'audio, jusqu'à maintenant, c'était très compliqué de transcrire, très long, très fastidieux. Ouais. L'IA nous permet de référencer tous nos contenus. Et non seulement nos contenus audio, mais bien entendu nos contenus vidéo. Toutes les vidéos où on était obligé de mettre à la main les tags, à la main c'était un enfer de transcrire, de faire les résumés. Maintenant, on a tout ça à notre accès avec 99,5% de réalité dans la transcription. Donc ça nous permet de gagner un temps fou et l'IA va permettre à tout le monde d'être trouvé beaucoup plus facilement. Et ce genre de plateforme, c'est quel type de licensing ou quel type de... En fait, c'est un abonnement sans obligation de continuer, où vous prenez la plateforme et après, c'est dans les 90 € par mois parce que vous avez à l'intérieur tout le système IA. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une IA qui va faire la transcription, une IA qui va vous faire... Vous n'avez pas besoin de prendre plusieurs outils, vous n'avez pas besoin d'avoir un hébergeur, vous n'avez pas besoin d'avoir... Donc, tout est inclus dans l'offre. Et ça, il y a plein d'autres offres qui existent, hein, il n'y a pas que celui-là. Mais celui-là est aujourd'hui le plus efficace que j'ai pu tester avec Podcast Magazine, puisqu'on teste beaucoup de solutions. Ok, super alors. Donc, sinon, l'étape suivante? L'étape suivante, travailler dès maintenant sur le Casablanca Broadcast Days. On dit ça chaque année, hein. Mais là, je pense que c'est incontournable. Trouver un lieu idoine à Casablanca pour faire l'édition de l'année prochaine. Trouver les dates très vite. Le lieu, les dates, et engager tout le monde pour construire un côté éditorial, parce que je pense que c'est important, je pense, de faire un studio. On en a parlé éventuellement de le faire ensemble, et de faire un beau studio avec du vrai contenu intéressant et qui permettent tout autour d'avoir un salon pour tous les professionnels qui ont besoin de pouvoir utiliser les dernières techniques, les dernières technologies, tester le matériel, le voir et puis se rencontrer. Parce qu'on est quand même là pour se voir, se serrer les mains et boire des thés. Exact. Tout passe à travers l'humain. Donc, on se félicite et on se donne rendez-vous très bientôt. Merci à vous, à S4U et à Tech Africa.tv qui à last minute nous a permis de pouvoir faire ces contenus et l'année prochaine espérons de faire quelque chose de plus construit et plus en amont. Voilà. Merci.